Merci Valérie Métricheket. J'invite maintenant à me rejoindre celui qui est le grand témoin de cette journée. Il est biologiste marin, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Gilles Boeuf. Ça va Gilles? De toute façon, tu vas faire ta présentation ici au pupitre, j'imagine? Oui, quelques minutes, oui. Ouais. Ma première question, avant justement de t'écouter, c'est que fait un biologiste marin ici, dans un colloque sur la forêt? Très bonne question. Il y a trois raisons à cela. D'abord, une tendresse, Madame la Directrice Générale, pour l'ONF depuis longtemps. Je trouve que c'est une maison qui est assez extraordinaire, qui a été beaucoup maltraitée, et j'espère que c'est mieux et que ça s'améliorera dans le futur. Deuxièmement, il se fait que quand je prends mon poste de directeur d'une station marine à Banyuls, c'est la seule qui fait de la biologie terrestre. Et donc, on est à l'origine de la création, je vais vous en parler, de la forêt de la Massane. C'est la 5e réserve naturelle en France, nationale. C'est aujourd'hui, on a fêté ses 50 ans, donc par conséquent l'an dernier. Et j'ai plus d'espèces sur 340 hectares que toute la Bretagne. Tout à l'heure, on en parlera pourquoi cette forêt est-elle si exceptionnelle. Puis enfin, depuis tout petit, depuis que j'ai 8 ans, moi je suis coléoptériste, hein, donc je traque dans toutes les forêts françaises et d'ailleurs quelques coléoptères. Donc j'ai une grande tendresse pour la forêt aussi. Bon, donc ton travail d'océanographe n'est pas incompatible avec la forêt, loin de là. Absolument pas. Et on va t'écouter donc nous présenter justement ce projet voilà, de Massane, et puis après on discutera ensemble. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques mois, quand Laurent m'a invité, je suis ici parce qu'il m'invite, et puis il me dit, bah, écoute, viens nous faire une revue. J'avais écouté Damien et puis Fabien aussi, mes amis de l'ONF depuis longtemps. Bon, ils savent très bien faire des revues mondiales sur les forêts tropicales, boréales. Je ne vais pas recommencer en leur piquant leurs courbes. Ce n'est pas mon travail. Donc je vais être plus précis en vous parlant d'un site exceptionnel en France qui s'appelle la forêt de la Massane. Parce que je trouve que c'est une belle introduction. Alors, cette forêt, certainement, c'est la plus étudiée au monde. Hein, depuis qu'elle existe, en fait, on l'a créée donc en 73. Elle est associée à un laboratoire de recherche, c'est quand même le seul cas en France de réserve associée à un laboratoire. Et j'avais sur place des spécialistes, par exemple les oribates, qui connaissent les oribates, des acariens, 400 000 au mètre carré, plusieurs centaines d'espèces, ben voilà, hein, quand on parle de la richesse des sols. Et on va faire des inventaires de groupes qu'on ne va jamais regarder. Qui a regardé les gastrotriches des rivières de forêt? Qui a regardé les nématodes, les colamboles? Très peu. Ça se fait bien sûr en étroit contact avec le Muséum national d'histoire naturelle. Alors, de me faire inviter ici, bien sûr, mon cœur bondit aussi dans ma poitrine parce que j'en ai fait ici des conférences et puis des cours. Hein. Je fais le cours introductif chaque année au master du Muséum qui consiste à leur casser leur certitude de prépa et en leur montrant que l'écologie de terrain, ce n'est pas uniquement ce qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs ou à l'université. Et c'est vrai que c'est un joli sujet. Là. Alors, la Massane, c'est une hêtraie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'y a pas coupé un arbre depuis 170 ans. Bel exemple de résilience. Dans les années 1830-50, les femmes de Collioure vont faire du charbon de bois dans la forêt. Elle est fortement dégradée et abîmée, ce qui prouve que même sur un site qui va être quand même extrêmement exploité, quand on lui fout la paix, excusez le terme, hein, eh bien ça peut revenir à une situation assez intéressante. Ce qui va expliquer la richesse de cette forêt. Alors en fait, pourquoi est-elle si riche? Il y a deux raisons à cela. Sa situation géographique. J'ai des descentes de faune norvégienne, des lucanes en particulier, qui arrivent de Scandinavie, qui viennent mourir en répartition géographique sur la forêt de la Massane, quelques kilomètres en pays catalan du Sud. Et j'ai des remontées de faune africaine, des Possus, pour ceux qui connaissent bien les carabides, qui sont de la faune africaine, qui remontent du continent africain et qui viennent mourir aussi en répartition à quelques kilomètres de la frontière française vers le nord. Donc un site exceptionnel. Puis surtout, on n'a jamais fait autant de travaux sur une forêt que sur la forêt de la Massane. Des inventaires de trucs que personne ne regarde. Hein. Les gastrotriches, les nématodes, les colamboles, les tardigrades, les diatomées du sol, ça n'a pratiquement jamais été regardé. Et nos forêts sont infiniment plus riches que ce qu'on peut imaginer. Hein. Mes amis de l'ONF, on en parle souvent. Un dendrodelme, un petit trou, un petit volume d'eau au creux des arbres contient des trucs absolument incroyables. Aujourd'hui, si vous grattez un vieux tronc de hêtre, ou un tronc de vieux hêtre plutôt, eh bien vous y trouvez des choses qu'on n'imagine absolument pas. Hein. Des centaines, des milliers d'espèces. 400 espèces d'abeilles sur 340 hectares. Hein. On a fait des inventaires, tous les staphylins qu'on peut trouver effectivement des coléoptères dans la forêt de la Massane. Tout ça nous montre que, en fait, c'est encore plus triste que ce qu'on pense, la situation actuelle. On a perdu beaucoup plus que ce qu'on pense, parce qu'on peut constater ce qu'on connaît dans ce qui s'en va, effectivement, mais en fait, on abîme beaucoup, infiniment plus que ce qu'on connaît. Et un autre clin d'œil avec l'ONF, Madame la Générale le rappelait, j'ai accepté aussi, sous
les opinions de Laurent, et aussi d'Albert, et puis aussi de mon ami Samuel de l'OPI, de présider ce conseil, ce pôle d'entomologie forestière de l'ONF depuis maintenant 7 ou 8 ans. Puis je prends beaucoup de plaisir à reparler un peu d'insectes dans mon métier, qui est effectivement, comme disait Mathieu, beaucoup plus proche de l'océan. Donc voilà, une forêt très ancienne en libre évolution. Ça va être un peu la thématique aujourd'hui. La libre évolution, c'est en fait foutre la paix à l'environnement auquel on s'intéresse, et puis ne pas laisser bien sûr des activités qui soient délétères, et puis laisser faire, hein. Surtout pas une mise sous cloche. Je me bats souvent avec les écologistes forcés, la mise sous cloche ne colle pas. Si on empêche ces écosystèmes d'évoluer dans la situation que l'on vit, ça ne marchera pas. Des régions qui ont été créées, des réserves pour une espèce spécifique, on va les perdre. À partir vers le nord, on va récupérer des migrants du sud, hein, ça c'est classique, effectivement. Parce qu'il n'y a pas que les humains qui migrent, hein. Les champignons, les virus, les bactéries, les moustiques, le tigre qui est partout chez nous, il y a 5 ans, il n'y en avait pas en Dordogne. Hein. Aujourd'hui, il y en a absolument partout. Puis il transmet quelques virus un peu méchants. Hein. Le virus de Crimée-Congo qui passe la frontière en ce moment, transmis par des acariens. On a des cas de dengue endémiques chez nous, en Nouvelle-Aquitaine. Hein. Et puis, effectivement, le chikungunya qui arrive, le Zika. Donc, vous voyez que tout ça est dans un système d'évolution générale. Et pour clore sur mon aspect général, cette massane si protégée, on ne coupe aucun arbre, eh bien, en ce moment, je suis en train de la perdre. Nous sommes en train de la perdre. Parce que le climat qu'on évoquait tout à l'heure change trop vite. Il ne pleut plus dans les Pyrénées-Orientales depuis 3 ans. Sur 50 ans, nous avions entre 1300 et 1500 mm de précipitations sur la forêt. L'année écoulée, là, on n'est pas à 600. 600, c'est le seuil de la désertification. Hein. Vous montrez que même si on prend soin absolument, incroyablement d'un site, aujourd'hui, les conditions générales nous font penser qu'on peut les perdre. Donc, cette forêt entre mer et montagne est vraiment exceptionnelle. Alors, le vivant, on pense toujours, on l'a dit, les oiseaux, les mammifères, les chauves-souris qu'aime beaucoup Laurent, hein, les oiseaux, les poissons, les reptiles. Bon, ça, bon, effectivement, c'est intéressant. Hein, c'est ce qu'on observe, on aime les espèces qu'on appelle, j'aime pas remarquables. Hein. Elles sont remarquées par les humains, elles ne sont pas plus remarquables que les autres. Les humains les remarquent, donc espèces remarquées, effectivement. Mais qui nous parle effectivement des bactéries, des protistes, ce sont des dinoflagellés. Alors, un petit clin d'œil à l'océan, c'est des flagellés marins qu'on trouve quand on quitte avec Tara le port de Lorient en 2009. Bien sûr, des plantes, des champignons et puis des animaux. J'ai pris un petit tardigrade. Le seul endroit sur la Terre où il n'y a pas de vie sont les laves de volcans, au-delà du 1000 degrés. Mais ici, on est à l'île de la Réunion. Dès que la lave s'est refroidie, le vivant s'installe. On adore faire ça. On vient 10 minutes après, 1 heure après, 1 semaine après, 1 mois après, 1 an après. On voit comment le vivant se réinstalle sur des zones qui ont été stérilisées simplement par un phénomène complètement naturel, bien évidemment, hein, qui est une éruption volcanique. Les virus, n'en parlons pas. Alors, un sol. Hein, on a parlé un petit peu des sols tout à l'heure, et ça, on les oublie beaucoup, les sols. Hein. Mon ami Marc-André Sellos, qui appartient à cette maison, nous en parle remarquablement à chaque fois. On marche dessus, hein, c'est génial. Je parlais de 400 000 oribates au mètre carré. Vous avez 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare, et puis au mètre carré, 1000 à 2000 nématodes. Vous avez des lombriques, des tardigrades, des collemboles, des acariens. Tout ça, c'est la richesse d'un sol. Et aujourd'hui, on imagine faire de l'agriculture en détruisant nos sols. C'est clair que la clé même d'un retour agricole correct avec des paysans qui auront moins de problèmes que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le retour du vivant dans les sols. C'est absolument essentiel. Et c'est bien sûr aussi, bien sûr, le cas de la forêt. Donc ça, c'est des groupes qu'on n'a pas beaucoup regardés, qui sont essentiels à comprendre nos forêts ici chez nous. Alors cette réserve naturelle, dont j'ai dit, elle est entre 600 et 1200 mètres. Elle a maintenant 50 ans. Elle est dans la partie extrême des Pyrénées-Orientales, tout près. Elle joue sur la frontière, c'est une hêtraie. Ces êtres fabuleux, ben, écoutez, aujourd'hui, ils s'en vont parce que le hêtre, il aime bien l'eau et il pleut considérablement moins aujourd'hui que dans les années écoulées. Alors voilà quelques travaux qu'on a pu faire ici. Il y a encore 3 ans, on était à plus de 10 000 espèces vivantes. Ça fait rêver mes collègues du Muséum de Patrinat. Hein. 10 000 espèces récupérées, hein, authentifiées sur 340 hectares. Et depuis 3 ans, on s'est mis à faire de l'ADN environnemental. On est à 40 000 espèces vivantes aujourd'hui répertoriées dans la seule forêt de la Massane. On publie des travaux régulièrement et vous voyez qu'on a fait un bond fantastique là, depuis quelques années, grâce aussi, bien sûr, à nos collègues du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Alors voilà un petit peu le bilan. Regardez un petit peu ici en
tous les groupes que vous imaginez. Alors, les vertébrés, on a fait le tour depuis longtemps. Et puis, effectivement, on a commencé à regarder les bactéries depuis quelque temps. Les micro-champignons, beaucoup. En botanique, ça faisait quelque temps, effectivement, qu'on avait fait un inventaire assez élaboré. Mais par contre, sur les invertébrés, c'est gigantesque. Hein, je vous disais tout à l'heure, les araignées ont été regardées de façon beaucoup plus intensive. Récemment, on arrive à des choses qui sont extraordinaires. 2000 champignons connus, 12 000 espèces de champignons des sols. On est à 20 000 espèces bactériennes dans les sols. Qui a regardé ça ailleurs, hein? Ça, c'est super intéressant. Donc, vous avez à gauche le tableau que je vais vous présenter il y a 3 ou 4 ans, et puis l'actuel, là, maintenant, 43 000 espèces depuis quelques années. Donc ça, c'est vraiment un travail qui nous montre la richesse extraordinaire de nos forêts, même chez nous, bien sûr, en métropole. Alors, naturalité de la forêt, bien sûr, hein, libre évolution depuis 150 ans, ancienneté. On a fait beaucoup de génétique, bien sûr, sur le hêtre avec nos amis de l'INRA. Continuité, hein, elle n'a pas été. Et vous voyez que pour le hêtre, aujourd'hui en Europe, elle est vraiment dans une zone de répartition qui est vraiment l'extrême, effectivement, sud-ouest. Et on est vraiment en limite de répartition du hêtre. Ce n'est pas les conditions idéales, mais il se porte encore bien à la Massane. On voit ce qui se passe depuis une cinquantaine d'années. Vous voyez en haut, je vous ai mis ici donc, la répartition de la forêt de la Massane dans tout l'écosystème européen qui a ce hêtre. En rouge, c'est les températures. Nous avons relevé de façon très fugace l'été dernier, là, écoulé il y a quelques mois, 41,2 degrés à 1000 mètres. Hein. Absolument impensable dans le passé, bien sûr. Hein. Il faudrait la température du sol, pas que celle de l'air. C'est fondamental quand on parle des sols, bien sûr. Hein. Et puis les précipitations, c'est la courbe bleue du milieu qui sont en train, effectivement... On a 59 ans hein, de mesures très très fines de ces questions de répartition. Donc température, précipitation... C'est vrai, et les vagues de chaleur, hein, qu'on n'avait pas du tout dans ces conditions-là. On est à quelques kilomètres de la mer Méditerranée, hein, 5 kilomètres à vol d'oiseau. Et on a un écosystème assez extraordinaire parce que c'est la seule région de France métropolitaine. Vous passez de moins de 1000 mètres dans le canyon de la Casse-du-Thiers, à quelques kilomètres de la côte catalane française, à plus de 3000 mètres au sommet du Canigou. Donc sur moins de 50 kilomètres, à part la Corse, hein, il n'y a pas d'endroit en France où vous avez sur 50 kilomètres écosystème aussi différencié que du bateau profond et bien sûr de l'altitude de montagne. Voilà ce qui se passe, ça c'est mes arbres qui s'en vont, puis vous savez très bien ici que les arbres ils ne meurent pas en 15 jours, hein. Donc les points rouges, là c'est les pertes qu'on a depuis quelques années, 4, 7, 13, 18, et c'est vrai que sur 15 ans, là on voit effectivement notre forêt de la Massane qui est quand même considérablement abîmée, alors que bien sûr on ne coupe absolument rien. On a une zone qui est entièrement protégée, parce que j'y ai des vaches, contre l'avis du ministère d'ailleurs, parce qu'on dit chaque année, pas de vaches dans une réserve naturelle. Je garde mes vaches, j'en ai 100, totalement extensifs, pas traités à l'ivermectine, hein, pas de traitement sur mes vaches. Et bien grâce à elles, j'ai 64 espèces de scarabées coprophages, dont des trucs absolument qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Le Sisyphus schefferi, il ne court pas les rues. Hein. Et bien on en a, parce que justement ça évite à ma forêt de se fermer sur le sommet. Et grâce à ces vaches qui ne sont pas traitées par des produits chimiques, j'ai une grande biodiversité de coléoptères coprophages. Voilà, donc en conclusion, c'est exceptionnel parce que son histoire, sa localisation, également le gigantesque effort d'observation qui a fait, je pense, nulle part ailleurs en Europe, et même dans le monde, je voudrais bien regarder si on a autant travaillé sur des inventaires de groupes très confidentiels que j'évoquais tout à l'heure, hein, comme les nématodes ou les gastrotriches. C'est une centaine de changements climatiques. On est dans le sud de la France, on est sur la frontière espagnole hein, du pays catalan. Et là, c'est vrai qu'on suit ça de façon très fine depuis 50 ans. Donc vraiment, site d'études exceptionnel, très particulier. Et système en libre évolution. Hein. Ça, c'est très important de le rappeler aussi dans les réserves catalanes. Donc, à quoi sert cette biodiversité? Il faut le rappeler tout à l'heure, Madame la Générale le rappelait. Réguler le climat, se nourrir, se soigner, respirer, s'habiller, s'inspirer, s'abriter et s'émerveiller. Si on n'a pas d'émerveillement, on aura du mal, même avec la meilleure science, à faire comprendre à nos concitoyens que c'est super important. Et ça, c'est vraiment la clé du système. Alors, nos forêts, bien sûr, sont incluses dans toutes ces activités-là de service rendu à l'humanité. Une image de la Massane. Puis voilà, pour terminer, les acteurs, la science. Ici, je le hurle souvent. La science n'est pas une opinion, ni de droite, ni de gauche. Hein, écoutez nos hommes politiques en ce moment, ils ont plein d'opinions. Hein. Sur aucune base scientifique, il y a un vrai travail à faire. Moi-même, je suis confronté à ça tous les jours. Hein. Convaincre le monde politique que ces questions ne sont pas des élucubrations d'écolos farfelus, que c'est fondamental dans le travail de tous les jours.
Et l'ONF est un grand contributeur, comme l'OFB d'ailleurs, dont j'ai pris le conseil scientifique il y a quelques années, absolument essentiel. Vous avez vu aujourd'hui certaines intentions de politique en France sur le devenir de ces organismes. Vraie question importante. On doit se battre, nous sommes en combat. Le Rutilance, qui était un carabe un peu magique, carabe uniquement catalan, ben, il est en train de partir. Et ce papier très joli récemment qui montre que tous les sites classés en France ou dans le monde aujourd'hui sont menacés par justement la menace climatique. La politique, laquelle? Moi, je suis de ceux qui pensent que la politique environnementale n'est pas l'apanage des écologistes. Hein. Tous les partis politiques devraient faire de la science écologique. Les citoyens, les ONG, ça c'est fondamental pour nous. Ici, dans cette maison, on le sait, hein, plus de la moitié de toutes les espèces vivantes sont décrites par des non-professionnels dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Rappelons aussi que dans nos collections, 43 millions d'insectes ici, dans les collections du muséum. Plus de la moitié viennent des forêts tropicales humides. Donc, vous voyez, quand on parlait de l'outre-mer tout à l'heure, des outre-mer, c'est super important. Les ONG et puis les entreprises. Je vais vous surprendre en terminant là-dessus. Si les entreprises ne s'emparent pas de ces questions de façon massive dans notre système aujourd'hui de capitalisme, alors de toute façon, on ne verra pas la fin du capitalisme, il faut faire avec, pas de trop libéral, mais il est clair que maintenant, elles commencent à s'emparer de ces questions-là. Parce qu'elles ont compris que le business, il ne sera pas possible si demain, on détruit ce vivant et si le climat évolue trop vite. Donc voilà en quoi nos forêts et en quoi le rôle de l'OFB, de l'ONF et du muséum et des universités et du CNRS sont essentiels dans ces questions particulières. Merci. Juste une tribune pour clore. J'en avais ras-le-bol d'entendre parler de l'écologie punitive, ça m'a trop énervé. Avec Marc-André Sellos, dans Le Monde, on a fait une tribune il y a quelque temps. La punition, c'est de faire un cancer à 35 ans parce qu'on a bouffé des pesticides. Voilà. L'écologie, c'est une science dont on a absolument besoin pour avancer. Merci. Regardez quand même. Voilà. Il est en forme, Gilles Boeuf. Hein. Gilles Boeuf, une forêt en libre évolution comme ça, c'est une sorte de laboratoire d'ailleurs, on l'a bien compris. Complètement, un laboratoire à ciel ouvert. Oui. Et alors pourquoi justement il y a autant de pertes d'arbres là en ce moment, vous le disiez, alors même qu'il y a des conditions quand même qui sont extrêmement favorables, il y a pourtant malgré tout des conséquences du réchauffement climatique? Le manque d'eau, absolument. Le manque d'eau, oui. Le hêtre est vraiment très sensible. On a une zone très protégée où il n'y a pas de vaches, parce qu'il y a des vaches un peu autour. Hein. Et même maintenant, dans certaines zones, je trouve du cuivre, par exemple, hein, puisque c'est entouré de vignes autour. Hein. Et puis on trouve aussi des pesticides, alors qu'on n'en a jamais mis un milligramme dans le lieu en question, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut regarder de très près ce qui se passe en évolution. Oui. Pourtant, les forêts jouent un rôle aussi sur le climat, totalement. Aussi sur les pluies. Totalement. Et ça, est-ce que vous l'observez à l'échelle de cette forêt ou Oui, si on coupe tous les arbres, il ne pleut plus. Et s'il ne pleut plus, il n'y a pas d'agriculture. Hein. L'arbre, il évapotranspire, donc ça, c'est super intéressant. Et la forêt est un merveilleux lieu d'étude pour ce genre de questions-là. Et c'est vrai, quand on fait des inventaires, quand on regarde ce qui se passe, hein, on regarde la perspiration, effectivement, qui se passe au niveau de ces arbres, et puis aussi, bien sûr, l'évolution autour. Hein. Comment la forêt protège tout un environnement. Donc il faut la garder, bien sûr, la plus intégrale possible. 340 hectares, c'est petit. Hein. N'empêche que là, on a une espèce de lieu extraordinaire d'études, d'observation, sur lesquels on mobilise beaucoup de monde. Hein. C'est plus de 300 chercheurs qui ont travaillé tous les pays d'Europe et du monde à la Massane depuis une 50aine d'années. En fait, dès les années 1910, déjà, il y avait des inventaires qui avaient été... Python de Tournefort, qui était le grand botaniste français à l'époque, avait déjà parlé de la forêt de la Massane. Et on est sur un site, effectivement, qu'on garde comme la prunelle de nos yeux, mais malgré cela, elle souffre. Dans cette région donc, où il y a de moins en moins de pluie, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce qu'on observe un phénomène qui serait très localisé autour de la forêt en termes de pluviométrie, ou c'est compliqué de le dire? C'est très compliqué. Ce qui est clair, c'est que s'il ne pleut pas, le hêtre a du mal. Donc, on a quelques ifs très anciens. Il y a un if qui doit avoir 1000 ans hein, dans la forêt de la Massane. Mais quand on regarde aujourd'hui l'âge de nos arbres, on fait de la génétique. Alors, en plus, ils sont un peu paumés, si vous me permettez le terme, nos hêtres. Par exemple, ils débourrent au mois de novembre, quoi. Il s'est passé un climat tellement curieux auparavant qu'on a là un lieu magique d'observation. Et des fois, le même individu n'a pas le même comportement de floraison ou d'inflorescence selon l'endroit où se trouvent les feuilles en question. On est vraiment dans un système très compliqué où là, eh bien, le vivant essaye de réagir comme il peut. Ils perdent leurs feuilles à un moment où il ne faut pas les perdre. C'est vrai que ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que même la génétique d'un individu amène à des réactions qui sont différentes selon la partie de l'arbre. Ça, c'est un peu encourageant. On se dit, est-ce que finalement les arbres vont pas réagir différemment, hein?
On essaie de maintenir une grande diversité génétique aussi sur nos hêtres. Mais bon, pour moi, ça reste un lieu magique d'observation, ça c'est clair. Et alors, vos vaches, qu'est-ce qu'elles font en fait là-dedans? Elles sont elles aussi en libre évolution dans la forêt? Ah oui, en fait, il y a une centaine de vaches depuis... Donc elles se nourrissent aussi de la forêt? Bah oui, enfin, elles mangent sur tout ce qui est commensal de la forêt ou de la forêt, mais elles empêchent ma forêt de se fermer sur le sommet, on finit à 1500 mètres là-haut. Donc il me reste une pelouse pyrénéenne, hein, pas alpine, là. Par contre, effectivement, les vaches ne doivent pas être traitées avec des produits chimiques qui sont toxiques, comme justement les anti-acariens, l'ivermectine ou des choses comme ça. Mais elles contribuent beaucoup. Hein. Je vous dis, 64 scarabées coprophages, donc mangeurs de bouse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mammifères en dehors, hein, qui font qu'on garde une faune assez extraordinaire, hein, bien sûr. Hein. Est-ce que ces forêts en libre évolution, on peut les imaginer partout dans le monde et dans des types de forêts très différentes? Ah oui, je pense que c'est possible. Le problème, c'est que c'est très difficile à faire. Hein. Quand on regarde l'écologie propre... En fait, comment se maintient d'abord un écosystème, hein, ça c'est une première chose, dans l'évolution. Là, on a quand même quelques exemples sur quelques siècles, hein, donc ça c'est intéressant. Comment ça va changer? Est-ce que des parties de la forêt seront mieux protégées? Comment est répartie la distribution de l'eau sur le massif? En plus, c'est toujours intéressant parce que c'est une forêt où les humains ont vécu. On a une archéologie assez ancienne, en fait, hein, qui remonte au temps préhistorique, dans la forêt elle-même. Donc les humains étaient là, en fait. Il y avait une cohabitation entre la forêt et l'humain. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on peut développer pose quand même pas mal de problèmes. Mais c'est vrai que le suivi à la fois de l'écosystème forestier et puis aussi des activités depuis 200 ans, en fait, hein, sont intéressantes à regarder. Je vais vous passer le micro, d'ailleurs, hein, si vous avez des questions à poser à Gilles Boeuf dans un instant, n'hésitez pas, on va consacrer 5-10 minutes à vos échanges. Parce qu'on voit le nombre d'espèces, hein, c'est quand même stupéfiant quand même. Hein. Bah parce qu'on a regardé. Je pense qu'il y a certainement d'autres endroits. Je pense que si on regardait franchement au fond de moi-même, si on faisait le même boulot dans une forêt du nord de l'Italie, je pense qu'on trouverait encore mieux. Ça n'a jamais été fait, hein, quand on regarde ce qui se passe. Les plantes ont été inventuriées, des groupes qu'on n'a jamais regardés. Hein. Qui connaît les gastrotriches? Qui connaît effectivement les abeilles, hein, les hyménoptères? On est à 400, on connaît un peu plus de 1000 espèces. Il y en a 400 à la forêt de la Massane. Pourquoi aussi riche? Puis on voit aussi des groupes qui étaient banals. Par exemple, il y a un joli petit bupreste, hein, qui était abondant dans les années 50, qui faisait un peu la richesse du système. Il a quasi disparu aujourd'hui. Moncara brutinens, qui est un peu la merveille du pays catalan, hein, il vit depuis le nord de Barcelone jusqu'aux forêts de l'Aude. Hein. Ben c'est pareil, il est en train de partir. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la question du climat, la question aussi, même si là on fait attention, de l'ozone par exemple, hein, on a suivi légalement. On n'a jamais autant suivi un site, je crois, en France que là. Hein. Il y a de l'ozone sur la forêt quelquefois. Il faut quand même savoir qu'il passe 15 000 camions poids lourds tous les jours au col du Pertus, hein, à une encalbure de notre forêt. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment là un laboratoire à ciel ouvert extraordinaire. Et ce qui est incroyable, c'est la rapidité du phénomène, finalement. Hein. La multiplication des espèces sur un temps qui est finalement assez court, quand même. Bah, tout à l'heure, je parlais avec mon ami, j'aime beaucoup Fabien, là, il me parlait des petits coléoptères, par exemple, en ce moment, qui sont en train d'arriver partout en Europe. Hein. On a des espèces nouvelles en permanence, quoi, qui arrivent d'ailleurs, hein, elles ne sont pas nouvelles pour la science, hein, mais on a des choses qui se produisent avec des migrations. Regardez par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'on fait un inventaire des forêts françaises, des forêts d'ONF. L'ONF a fait un magnifique boulot, hein, sur ces forêts, en entomologie en particulier. Ben, on a des choses qui sont multipliées par 10, par 20 pour certains groupes, parce qu'ils arrivent d'ailleurs. Dans quelles conditions? Ça, c'est super intéressant à regarder, bien sûr. Allez, est-ce que vous avez des questions à poser autour de cette forêt de Massane à Gilles Boeuf? Alors, ouais, on va vous passer le micro. Hop là, les fauteuils sont très bas. Il a bien à se relever. Merci. Et bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien Vabre, je suis technicien forestier en forêt de Fontainebleau. Et on observe dans cette forêt, et en particulier dans mon triage, en fait, un fort dépérissement du hêtre, parce que nous aussi en limite d'aire de répartition. C'est un dépérissement qui évolue très vite. Tout à fait. J'ai pu constater sur votre diapositive que vous aviez les mêmes vitesses de dépérissement, enfin peut-être un peu moins rapide, mais enfin quand même ça va assez vite. Tout à fait. Donc ce dépérissement, bon, sur certains aspects, il apporte des avantages en termes de fonge, en termes de cavité pour certains mammifères, tout ça.
Mais la suite, ma question, c'est qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous envisagez pour la Massane? Est-ce que vous avez déjà d'autres essences qui arrivent, qui s'installent, Tout à fait. qui prennent la place, ou est-ce que du coup c'est plutôt un milieu qui s'ouvre et puis finalement on continue à observer ça et à gérer plutôt du milieu semi-ouvert ou demi-ouvert? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en imaginez pour l'avenir? Oui, question super importante en fait, parce que là en fait cette forêt, on la regarde comme la prunelle de nos yeux, on y fait super attention et malgré cela on perd énormément de choses parce que le climat change autour, hein. Donc c'est vrai que par exemple les chênes, compliqué, hein. Et le hêtre qui a besoin d'eau, quand je fais mes inventaires depuis qu'on le fait, hein, on se rend compte que ça va être compliqué. C'est quand même une hêtraie majeure au départ, hein. Alors on voit effectivement des espèces qui aujourd'hui tirent bénéfice du changement rapide. Je crois que la plus grosse crainte que l'on a en scientifique, en biologiste, et c'est d'où les gens de l'ONF le remarquent, c'est l'accélération du système, quoi. Il faut bien voir qu'on a eu des températures cette année à 41,2 degrés, waouh, hein, sur une hêtraie dans les Pyrénées à 1000 mètres. Bon, très fugace, ça a été une journée, mais quand même, hein, l'évolution rapide de ce climat qui change beaucoup trop, parce que quand le climat change, on s'en fout, hein, il a toujours changé le climat. Mais là, ça va extrêmement vite, hein, et en particulier l'eau, les précipitations. Alors, on va voir autre chose, hein. On va voir effectivement apparaître des choses qui arrivent du sud. Donc, à quelle vélocité ça va se faire? Pour moi, c'est un fabuleux laboratoire à ciel ouvert parce qu'on l'a beaucoup suivi. Mais ce qui nous surprend beaucoup aujourd'hui, c'est la vélocité, en fait, des changements et de la répartition de la réaction du vivant. J'observe des arbres qui débourrent en novembre, quoi, des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et ce qui est fantastique, c'est que le même arbre a des fractions de l'arbre qui ne réagissent pas de la même manière qu'une autre partie du même arbre. Ils sont un peu paumés, quoi. Vous vous rappelez les travaux qu'on a fait aux États-Unis sur ces migrations de forêt. Alors, ils migrent vers le nord parce que les précipitations et la température, et puis il y en a qui sont paumés, qui migrent vers le sud. C'est un petit peu ce vivant un peu paumé dans la vélocité du changement, hein. Le vivant réagit bien, mais aujourd'hui, ça change tellement vite que c'est quand même très compliqué. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que ça vaut le coup de se battre pour une hêtraie dans cette région où on est en limite quand même sud de répartition, hein, en Europe, quand vous regardez ce qui se passe? Elle est emblématique, mais c'est des vraies questions. Je pense qu'il faut qu'on suive ça de très très près, et c'est pour ça que la génétique du hêtre est super intéressante. On le fait avec les collègues de l'INRA, hein. C'est super intéressant à regarder, effectivement. Ouais. Allez, une autre question. Bonjour. Pardon, bonjour. Donc, je suis Quentin Giry, je suis aussi technicien de l'ONF sur les Pyrénées. Et donc en fait, l'exposé me parle particulièrement, mais il y a une forêt qui me préoccupe encore plus, c'est la forêt de l'étage subalpin. C'est-à-dire qu'en fait, elle est prise de plein fouet par ce changement climatique qui va à une vitesse folle et elle n'a pas cette capacité à pouvoir se déployer en altitude, souvent bloquée par des phénomènes d'abrutissement notamment. Donc la quantité ou la densité d'animaux est très importante, comme vous l'avez dit, mais par endroits, en tout cas, il y a des surdensités, ça l'empêche de se développer. Et pourtant, on a une faune et une flore associées remarquables. Et donc, pour moi, c'est une menace à court terme. Tout à fait. Moi, je prends la forêt de Bélestat, qui est beaucoup plus grande, que vous connaissez, dans l'Aude, hein. Et c'est vrai que là, quand on regarde les espèces qui s'y trouvent, il n'y a pas de disparition d'espèces, mais un effondrement du nombre d'individus ramenés à ce qu'on connaissait auparavant, hein, lié à ce changement climatique. Et là, je crois que c'est un laboratoire fabuleux à ciel ouvert qu'il faut qu'on utilise tous, scientifiques, ici au muséum et ailleurs, hein, pour regarder comment le vivant réagit à une telle situation. Parce que c'est la frénésie et la vitesse du changement qui nous pose problème, en fait, hein. On est passé là de... On a toujours, nous, à la Massane, depuis 50 ans, on avait 1600 mm. Hein. Là, on est à 600 depuis 3 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on va... Tout le pays catalan est très touché aujourd'hui, hein. Donc, vous avez raison. L'accélération incroyable des modifications climatiques nous pose vraiment des problèmes. Comment le vivant va-t-il réagir? Et pour moi, la réponse, c'est surtout pas mettre sous cloche, hein. Ça ne marcherait pas. C'est regarder effectivement comment il évolue dans ces considérations-là. Et c'est pour ça que ce sont de merveilleux laboratoires à ciel ouvert, en fait, hein, et qu'il faut qu'on travaille tous là-dessus pour qu'on puisse répondre à des questions qui vont se poser, sans compter les envahisseurs, hein. Là, je discutais avec mon ami tout à l'heure, Fabien, qui me disait on a 4-5 nouvelles espèces de scolites tous les ans qui apparaissent en France, hein, qui arrivent d'autres régions et qui s'attaquent bien sûr à la forêt. Et puis, il y a d'autres cas comme ça. On favorise effectivement également la venue d'espèces qui sont opportunistes, hein, qui arrivent d'ailleurs.
Et comment est-ce qu'on va réagir globalement? Mais je crois qu'il faut utiliser ce genre de milieu comme un magnifique laboratoire à ciel ouvert hein, d'études de l'évolution du vivant. Est-ce qu'une dernière question pour Gilles Boeuf? Monsieur, oui. Il y a un micro juste là derrière vous. Bonjour, Jean-Michel Servant, je suis délégué interministériel Forêt-Bois. J'ai une question concernant finalement la stratégie par rapport à la conservation des espèces. Parce que vous avez dit, on ne va pas pouvoir se battre pour le hêtre, mais si on voulait, comment pourrait-on faire? Et la question est plus large en fait. Comment est-ce qu'on peut arriver dans ce contexte que vous venez d'évoquer de changement rapide à mettre en place des politiques de protection ou de conservation des espèces? Oui, la clé pour nous, c'est la libre évolution. Hein. Il n'est pas question qu'on intervienne de façon massive dans une site qui est vraiment une réserve naturelle emblématique, quoi. Mais n'empêche que ça va vraiment très très vite. Donc aujourd'hui, il faut le suivre de façon très... Alors on a une partie de la réserve qui est... Parce qu'on a des vaches sur notre réserve. Alors ça râle, bien sûr, les vaches ne sont pas dans une réserve. On garde des vaches, mais on a une partie sans vaches. Le nombre de fois où nous, on passe notre temps à sortir 3 vaches qui ont passé la barrière pour entrer dans la réserve sans vaches, je ne vous raconte pas. On est cowboys en même temps aussi dans cette forêt particulière. Hein. Mais c'est super intéressant de voir la forêt qui est pâturée et l'autre qui ne l'est pas. Mais ce qui est clair, c'est que la science qui a été développée là, depuis quand même très longtemps, parce qu'il y a eu des thèses qui ont été faites. Hein. Dajos, hein, un des grands entomologistes forestiers français, a travaillé à la Massane. Et on a tout un travail de science participative aussi. Je crois qu'en fait, pourquoi elle est si riche sur le papier? On n'a jamais autant travaillé dans une forêt là en France. Pas du tout. On est rendu sur des investigations sur 50 ans assez extraordinaires. Donc ça nous permet de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, d'un côté, on n'y touche pas trop, mais à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la pluviométrie, on ne peut pas y toucher. C'est faire des inventaires très précis en fonction du climat qui change, bien évidemment, et puis surtout d'être capable de réagir. Alors, à quelle vélocité? Je pense qu'à terme, je vais perdre mes hêtres, quoi. C'est horrible, hein. C'est une hêtraie absolument fabuleuse. Qu'est-ce que je vais récupérer en échange? Le chêne Cécile se débrouille pas trop mal. Les autres, on avait des ifs, il en reste quelques-uns. Donc, les inventaires sont extrêmement intéressants à faire sur des groupes qu'on n'avait jamais regardés. Hein. Qui connaît les oribates des forêts françaises? Donc, on a là un laboratoire à ciel ouvert absolument exceptionnel. Et toutes les bonnes volontés, en particulier celles du Muséum national d'histoire naturelle, nous intéressent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réflexion globale sur la façon de gérer ça. Alors, elle est gérée au niveau du département des Pyrénées-Orientales. Donc, il y a un comité de gestion du département des Pyrénées-Orientales, hein, pour que chaque année, on puisse effectivement préparer des activités. Et pour terminer sur votre question, on manque de sous, comme tout le monde, hein, parce que quel argent on met sur ces aventures de biodiversité? Écoutez, sans se prostituer, on est allé chercher des grandes compagnies. Bon, on les a choisis sur le papier, qui nous aident. On a aujourd'hui des bourses pour suivre effectivement des inventaires qui n'ont jamais été faits ailleurs, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est très original dans la richesse de tous les groupes qui sont étudiés à la forêt de la Massane, en particulier les nématodes, par exemple. Justement, les coupes budgétaires envisagées pour l'écologie, ça vous inquiète? De toute façon, on est réserve naturelle, donc on est une des réserves naturelles de France. Hein. Donc il n'y a plus d'argent. En plus, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Hein, au niveau de l'OFB, écoutez, les réserves naturelles, elles sont gérées, elles sont régionales, nationales. Les nationales sont un peu laissées de côté, alors qu'elles sont là parce qu'elles sont ultra importantes, bien sûr. On a toute une histoire d'études qui n'ont pas été faites ailleurs. Donc, écoutez, on va chercher des sous les plus vertueux possibles ailleurs. Ça, c'est très important d'y revenir aussi. Comment est-ce qu'on fait? Mais c'est vrai que ces inventaires sont super, super intéressants à développer, parce qu'on a là une espèce de lieu emblématique, hein, où on n'a jamais autant de connaissances sur 340 hectares que dans cette forêt particulière. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut le multiplier ailleurs? Par exemple, cette forêt, quand même, c'est assez il n'y en a pas beaucoup, hein, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 3 ans. Parce qu'on y avait travaillé de façon très inventive, très créative, hein, pour faire autre chose que ce qu'on pouvait faire ailleurs. Mais c'est une vraie question, bien sûr. Merci beaucoup, Gilles Boeuf. Avec plaisir. Merci infiniment. On peut vous applaudir.